On vous propose ce second webinaire sur notre projet donc Autonomos. Donc pour rappel très, très brièvement, le projet Autonomos, c'est un projet de Living Lab, donc autonomie, puisque donc c'est au sens du grand âge et du handicap. Et donc un Living Lab qui est vraiment multisite, pluriacteur, pluridisciplinaire, comme le disait Elsa dans le webinaire la semaine dernière. Le Living Lab, c'est d'abord une méthodologie, une démarche, et ça s'incarne ou pas dans un lieu. Là, effectivement, il n'y a pas forcément de lieu physique, mais on s'appuie aussi sur tous les acteurs qui proposent des lieux en région. Donc, les travaux, ils ont été initiés donc, fin 2022 avec le soutien donc, de la région, de Malakoff Humanis et de la Banque des Territoires. Donc, Malakoff et la région d'ailleurs autour de l'écran, merci beaucoup. Et l'objectif, c'est de pouvoir favoriser des innovations et des preuves vraiment issues du terrain pour soutenir l'autonomie et la meilleure offre possible pour toutes et tous. Et donc, comme on le disait la semaine dernière, il y a deux thématiques qui ont été identifiées par notre collectif de partenaires, d'acteurs, dont une grande partie là aujourd'hui autour de l'écran, qui sont, pardon, donc, du coup, la thématique de l'attractivité des métiers, de l'accompagnement et du soin, et le vieillissement des personnes en situation de handicap. Et donc là où on en est en cette fin d'année 2024, c'est qu'on a finalisé l'état de l'art, la revue de littérature sur ces deux thématiques qui n'en fait plus qu'une, comme vous allez voir aujourd'hui, et sur la méthodologie Living Lab. Donc ça, c'était l'objectif du webinaire de la semaine dernière. Et donc, on finalise les recherches de financement pour lancer des recherches-actions sur le terrain. Et on vous en parlera justement plus aujourd'hui, hein. C'était les questions la semaine dernière. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc là, on va pouvoir détailler un petit peu plus. Donc la semaine dernière, effectivement, Elsa, elle vous a parlé de la méthodologie Living Lab. On va pas revenir dessus, mais celles et ceux qui n'étaient pas là, on pourra vous envoyer le support, vous aurez les infos. Mais simplement pour rappeler que c'est vraiment au-delà de ce projet de Living Lab Autonomos, cette méthodologie, c'est vraiment un objectif qui est inscrit dans la stratégie PGI 2030 de travailler de plus en plus en démarche et en méthodologie Living Lab pour toutes nos recherches-actions. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur les connaissances issues de la revue littérature, donc sur les parcours innovants et accompagnés des personnes en situation de handicap vieillissante. On a vraiment mêlé ces deux thématiques-là. Et donc je vais laisser Elsa poursuivre. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce deuxième webinaire. Juliette a été assez claire et concise. Je ne vais pas reprendre euh, ce qu'elle vient de vous dire, mais effectivement, il y a ces deux thématiques qui ont été retenues, qui sont celles du vieillissement des personnes en situation de handicap et celle de l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin. Et effectivement, ces deux thématiques-là, elles ont été mêlées ensemble pour former une question de recherche que je vais vous décrire un petit peu plus loin dans le PowerPoint. Mais l'idée, c'est de se dire que ces deux thématiques-là, en fait, elles fonctionnent plus ou moins ensemble parce que il y a des problématiques communes. L'idée, c'est que pour avoir des parcours choisis, innovants, souples, il faut qu'ils soient bien accompagnés. Il faut qu'ils soient bien accompagnés par des professionnels qui sont disponibles, qui ont le temps et qui sont heureux d'exercer leur profession. Et en fait, on sait tous autour de la table qu'il y a des problèmes d'attractivité de ces métiers. Donc, on trouvait ça intéressant de traiter les deux thématiques ensemble parce que à la fois l'autodétermination des personnes en situation de handicap vieillissante et l'autodétermination des professionnels, on pense que c'est deux thématiques qui vont ensemble et qui doivent se nourrir l'une l'autre. Sinon, il y a un blocage qui se fait. Et donc, l'idée de cet état de l'art, c'est de dépasser ces blocages-là. Donc, pour l'instant, c'est une revue de littérature. Juliette, tu peux passer la prochaine slide si tu veux. Pour l'instant, donc c'est une revue de littérature. Donc, on a retenu 154 sources. Donc, il y a 91 sources sur le vieillissement des personnes en situation de handicap et 63 sur l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin. Donc pour l'instant, c'est un travail, hein, comme je vous ai présenté la semaine dernière, c'est un travail très bibliographique. Donc on n'a pas été concrètement sur le terrain, même si on va vous présenter à la fin de cette présentation nos deux terrains de recherche qui vont nous permettre de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et d'essayer de faire de la recherche participative en méthodologie Living Lab.
Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter de façon assez concise les premiers résultats qu'on a eus, en tout cas en étudiant de la littérature grise et de la littérature scientifique et également institutionnelle. Et donc, on a eu quelques premières pistes de réflexion et l'idée, en fait, c'était de faire émerger des questionnements pour la recherche, des choses qu'on va venir interroger directement sur le terrain. Donc, la question de recherche qu'on a retenue et qui a été définie et validée avec le comité des partenaires en novembre 2023, c'est comment permettre aux personnes en situation de handicap vieillissante de bénéficier de parcours plus souples, librement choisis, qualitativement et durablement accompagnés par les professionnels qui les entourent. Tu peux changer de slide, Juliette. Merci. Donc, ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que la question du vieillissement des personnes en situation de handicap et sa prise en compte, donc qui est relative et progressive dans les pouvoirs publics, par les pouvoirs publics, elle s'inscrit dans un double mouvement, à la fois d'allongement de l'espérance de vie de la population en général, mais également de la population des personnes en situation de handicap, qui ont vu leur espérance de vie augmenter drastiquement pour rejoindre celle de la population générale. Et dans ce double mouvement, donc il y a à la fois l'allongement de l'espérance de vie, mais il y a aussi un changement de regard sur le handicap qui s'est opéré à partir des années 70 et de plus en plus encore jusqu'à nos jours. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours tendance à parler de ce phénomène comme si c'était un phénomène récent, alors que à la fois l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi le changement de regard sur le handicap, c'est des choses dont on parle dans la littérature scientifique depuis plus de 40 ans. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas vraiment récent, en fait, qui est bien compris, qui est connu, et on sait qu'il y a un blocage parce qu'il y a un manque de politique publique à destination de ce public. Mais ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier et qui, pour le coup, est assez récurrent. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la littérature, même si elle existe, elle reste encore assez lacunaire. On dit bien qu'il y a une nécessité de faire évoluer les réponses existantes, que ce soit en termes d'habitat, de parcours, d'accompagnement. On a ces constats qui sont posés depuis un certain temps, mais par contre, on n'a pas encore de solution. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais la littérature, elle reste assez lacunaire. Et même si ce constat de nouvelle longévité des personnes en situation de handicap est universellement admis et qu'il y a un changement de posture et de paradigme autour du handicap, il y a toujours un manque de prise en compte par les politiques publiques et il y a toujours un manque, enfin, il n'y a pas vraiment de réponse aux besoins de ce public. Il y a certains auteurs qui considèrent que ce manque de réponse, il est lié à un manque de compréhension de ce que sont les personnes en situation de handicap vieillissante, et que c'est ce qui amène en fait à ces politiques catégorielles en silo qui continuent de prendre en considération uniquement personnes en situation de handicap et personnes âgées et non pas personnes en situation de handicap âgées et personnes handicapées vieillissantes, qui sont différentes, on va dire, différentes catégories de personnes, et on ne peut pas confondre les expériences de toutes les personnes. Donc, on a retenu une définition, c'est celle des personnes handicapées vieillissantes, donc des PHV, dont on parle dans le rapport. Ce sont des personnes qui ont entamé ou connu leur situation de handicap, quelle qu'en soit la nature ou la cause, avant de connaître par surcroît les effets du vieillissement. Donc, la situation de handicap a précédé le vieillissement. Donc, on voit que souvent, il peut y avoir une confusion parce qu'il y a des personnes âgées qui sont en situation de handicap, mais elles sont en situation de handicap de par leur âge et de par les effets du vieillissement. Elles ne sont pas de façon... la situation de handicap n'a pas précédé le vieillissement. Donc, c'est la différence entre ces deux catégories. Le fait est que les personnes handicapées vieillissantes ont des besoins spécifiques qui ne sont pas les mêmes que celles des personnes vieillissantes, celles des personnes âgées, bien qu'elles puissent présenter des handicaps. Et, on voit qu'en fait, il y a ce manque de définition, ces enjeux de définition qui ont pas été, qui ont mis du temps à être quand même comblés, parce que là, on a cette définition-là qui
qui nous permet quand même de poser une base commune. Mais à côté de ça, en fait, on a une très grande hétérogénéité des personnes handicapées vieillissantes. Parce qu'on a tout un tas de handicaps différents avec des réalités très différentes et qu'on ne peut pas essentialiser les PHV comme si c'était une seule et même catégorie parce que les personnes vivent des choses très très différentes en fonction de leur type de handicap, qu'ils soient moteurs, sensoriels, mental. On a une pluralité d'expériences et c'est aussi ce qui est compliqué dans la mise en place de politiques publiques. On a aussi des concepts qui ont en fait qu'on a vu beaucoup dans la littérature jusqu'à très récemment, comme le concept de vieillissement précoce, qui ont finalement été remis en question dans la littérature scientifique, parce que le vieillissement précoce, en fait, c'est l'idée selon laquelle les personnes en situation de handicap vieilliraient précocement par rapport à la population générale, en général autour de 40-50 ans. En fait, on s'est rendu compte que c'était relativement faux de dire ça parce que il y a des personnes en situation de handicap qui ont à la fois la même espérance de vie, mais aussi qui vont pas connaître des effets du vieillissement de façon particulièrement précoce. Ça sera plutôt en termes d'environnement social et de difficultés potentielles qu'on va avoir des différences de parcours, mais en termes de réalité, on va dire en quelque sorte physique, biologique, il y a pas de vieillissement précoce à ce moment-là. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a que certaines pathologies, certaines situations de handicap qui vont donner lieu à un vieillissement précoce. Mais c'est vraiment pas le cas de tous les types de handicap. Voilà, on peut peut-être passer cette slide. Merci. Donc, on a décidé de nous concentrer sur deux aspects. Donc, l'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissante par les professionnels et le parcours résidentiel des personnes en situation de handicap vieillissante. Donc, ça part un petit peu de ces deux thématiques qui avaient émergé déjà au tout début de nos discussions avec le comité des partenaires, de mêler en fait un petit peu à la fois l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin et les difficultés que les professionnels peuvent rencontrer dans l'exercice de leur métier et le parcours des personnes concernées. Voilà, on peut passer directement. Donc, je vais essayer de faire assez rapidement sur les principaux enseignements en fait qu'on a trouvés dans la littérature, qu'on a pu retenir. Donc, on a des constats qui sont plutôt connus de tous, hein. L'augmentation de la part des personnes vieillissantes au sein des établissements et des services médico-sociaux, des carences en place, un manque de solutions adaptées, parfois également des professionnels qui ne sont pas formés à ce type spécifique de public. Et donc, nous, on ne va pas revenir sur ces constats hein, que je pense on a tous quand même bien en tête, même si c'est un peu plus détaillé dans le rapport. Aujourd'hui, l'idée, c'est de revenir rapidement sur des éléments de la littérature scientifique qui nous ont particulièrement intéressés et aussi sur lesquels on va vouloir travailler par la suite. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un passage à la retraite qui produit une rupture biographique. Donc, ça, de toute façon, dans la population générale, le passage à la retraite produit une rupture. Mais il y a des auteurs qui ont étudié le passage à la retraite chez les travailleurs des AT. Et ce que ces auteurs ont constaté, c'est qu'il y a une rupture qui est double, voire triple, puisque les personnes, elles sont à la fois déracinées donc, de leur lieu de travail, de leur foyer de vie, mais aussi de tous leurs espaces de sociabilité. Et en fait, c'est une rupture qui peut provoquer chez les personnes un fort sentiment d'appréhension et une énorme perte de repères. Donc là, j'ai mis un petit passage de l'article de Muriel Delporte. Donc, ces changements de lieu de vie qui accompagnent la cessation d'activité professionnelle entraînent de nombreuses ruptures dans les relations. Donc, il y a des couples qui peuvent être séparés car ils ne relèvent plus des mêmes dispositifs ou ne peuvent trouver deux places dans le même établissement.
Nombreuses sont les personnes qui déplorent une rupture des relations avec leurs collègues qui étaient également des amis. Et ces changements interviennent, qui plus est, dans une période où, avec l'avancée en âge, la confrontation au deuil, et notamment à celui des parents, est beaucoup plus fréquente. Donc, dans cet article, on voit que le vieillissement et le passage à la retraite et le manque de solutions adaptées et de prise en charge peuvent provoquer une grande détresse chez les gens. Et donc, ça pointe la nécessité de continuer à interroger les besoins des premiers concernés pour mettre en place et évaluer des offres qui permettent de favoriser des parcours librement choisis et surtout qui permettent aux personnes de maintenir certains repères dans leur vie, des repères de sociabilité, des repères résidentiels, et donc de réellement écouter les personnes afin de pouvoir élaborer des parcours avec elles et non pas pour elles sans les consulter. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci Juliette. Donc la slide suivante, elle est essentiellement sur l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin. Donc on sait que l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin est nécessaire pour favoriser le bien vieillir des personnes et a fortiori des personnes en situation de handicap. Donc, de la même manière, on a des constats qui sont bien connus, sur lesquels on ne va pas revenir. Ce sont des métiers en tension, avec des grosses difficultés de recrutement, peu de reconnaissance, qu'elle soit symbolique ou financière, et des leviers qui sont également connus, mais difficilement activables, en tout cas à notre échelle. Et l'idée, en fait, dans cette présentation et puis dans les travaux qu'on va essayer de mener avec Autonomos, c'est d'agir sur des choses sur lesquelles nous, on peut avoir prise. Et en fait, le manque de politique publique pour à la fois pour les droits des personnes en situation de handicap vieillissante, mais aussi pour celles des professionnels, on ne va pas directement pouvoir agir dessus, tout comme on ne va pas pouvoir agir sur le niveau de rémunération. Mais par contre, on va essayer de se saisir, nous, d'autres leviers, parce que finalement, on les connaît, hein, tous ces leviers. Évidemment que les rémunérations ne sont pas attractives, que les conditions de travail sont difficiles, que les horaires sont compliqués. Nous, à notre échelle, on ne pourra pas agir dessus. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions et de les co-construire avec les personnes concernées, parce qu'on part du postulat, si vous étiez là la semaine dernière, que les personnes peuvent avoir une expérience sur leur propre vécu et sont capables donc je vais pas réutiliser le terme empowerment pour Madame Chagrin, mais sont capables d'activer des choses pour améliorer leur quotidien, on va dire. Et les personnes ont une expérience en fait de leur quotidien et de leur existence qui leur permet de mobiliser des choses et en fait de trouver des solutions que parfois nous, on n'aurait même pas eu à l'esprit parce qu'on n'est pas concerné par la situation. Donc voilà, ça c'était juste un petit rappel que on ne peut pas tout faire dans le cadre d'Autonomos, mais l'idée c'est d'essayer de co-construire des choses. Donc, ce que soulève la littérature scientifique sur la question de l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin, c'est que ce sont des métiers qui sont souvent qualifiés par leur caractère vocationnel. Alors, sur cette dimension-là, la question de la vocation, elle est un peu à double tranchant, dans la mesure où, à la fois, ça peut être quelque chose de très motivant pour les personnes, de se dire, c'est ma vocation, j'aime aider les gens, j'ai besoin d'aller aider les gens et de leur permettre de vivre une vie décente. Ça peut être quelque chose de très positif pour les personnes, mais ce qui est un petit peu dangereux avec la notion de vocation, c'est qu'il y a aussi derrière cette notion de vocation, entre les lignes, la notion de sacrifice et l'idée que, en fait, vu qu'on est destiné à ce métier et qu'on a une forte appétence pour l'aide, pour le soin, pour le care, et bien finalement, c'est pas si grave que ça si on n'est pas très bien rémunéré, si on n'a pas des super horaires de travail. Et au final, il faut savoir faire des concessions parce qu'après tout, si c'est une vocation, c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué, qu'on a vu aussi dans la littérature. Il y a ces deux penchants-là pendant là à cette notion. Donc
peut-être une idée de revaloriser ce caractère vocationnel comme quelque chose enfin, avoir une revalorisation à la fois symbolique autour de cette notion de vocation. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une nécessité de coordonner les pratiques professionnelles, autant dans le secteur du handicap que dans le secteur du grand âge, et a fortiori quand on parle du public des personnes en situation de handicap vieillissante. La conclusion un petit peu de tout ça, c'est que l'autodétermination des professionnels, elle doit permettre l'autodétermination des personnes et inversement, et que l'un ne peut pas se faire sans l'autre dans la mesure où si les professionnels n'ont pas le temps d'apporter un accompagnement de qualité, n'ont pas pu être formés à certaines dimensions spécifiques de ce type de public, on va avoir un problème à un moment donné, à la fois pour les personnes qui auront peut-être moins la sensation de pouvoir effectuer leur métier correctement et donc qui vont également se sentir dévalorisés, mais aussi pour les personnes qui risquent de se sentir moins considérées. Donc, il y a des gros enjeux autour de la coordination et de la formation des professionnels. Ça, on le sait encore tous autour de la table, je pense. Mais c'est en tout cas ce qui ressort de la littérature à l'heure actuelle. L'idée, c'est aussi de faire révoluer ça, puisque si on fait de la recherche-action en mode Living Lab, comme j'en ai parlé la semaine dernière, l'idée, c'est de produire plusieurs choses, à la fois des dynamiques sociales et des choses qui vont changer concrètement sur le terrain, mais aussi de la connaissance scientifique, donc qui pourrait permettre de faire avancer à la fois le concret, le terrain, mais aussi la connaissance scientifique. Tu peux changer de slide. Merci. Donc, globalement, on a retenu un certain nombre de sous-questions en fait, qui ont émergé de nos lectures. Donc, elles sont écrites ici, mais je vais vous en faire part quand même à l'oral. Et puis, de toute façon, vous pourrez les retrouver plus tard. Donc, on s'est déjà demandé dans quelle mesure l'hybridation des secteurs grand âge et handicap pourrait permettre d'éviter les ruptures de parcours des personnes en situation de handicap vieillissante et faciliter la coordination entre les professionnels. Ensuite, on se demande quelles innovations, qu'elles soient technologiques ou managériales, pourraient permettre d'attirer et de fidéliser les professionnels dans un secteur qui est en tension pour favoriser un accompagnement éthique, durable et personnalisé des personnes en situation de handicap vieillissante. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, comment revaloriser la dimension humaine et le caractère vocationnel des métiers de l'accompagnement et du soin pour lutter contre la perte de sens au travail et les tensions dans le recrutement. Comment co-construire des projets avec les différents acteurs, les personnes concernées et leurs familles, dans une logique de valorisation des expertises et de capacitation de toutes et tous. Comment l'accompagnement des PHV peut constituer un levier d'attractivité des métiers autour du sens et de la revalorisation symbolique. Alors ça, je vais revenir un petit peu dessus. L'idée, c'est de se dire que, en fait, l'accompagnement des PHV, puisque c'est quelque chose qui est, on va dire, l'émergence quand même d'une nouvelle catégorie de l'action sociale, et que ce sont des publics spécifiques avec des expériences de vie très hétérogène, et qu'il y aura que ça va nécessiter, en fait, quand on accompagne ce type de public, d'avoir une connaissance accrue à la fois des différents types de handicap, mais aussi des différentes expériences du vieillissement que ces personnes peuvent vivre. On s'est dit que c'était aussi potentiellement un levier d'attractivité de ces métiers autour du sens, et en fait pour revaloriser les professionnels en disant j'ai des connaissances spécifiques, parce qu'on sait, la sociologie des professions nous dit que la revalorisation, elle passe aussi par le fait de se dire j'ai des compétences très spécifiques que les autres n'ont pas. Donc c'est peut-être aussi un moyen de revaloriser et d'être un levier d'attractivité de ces métiers. Ensuite, on s'est demandé en quoi l'innovation dans les parcours et dans les métiers favoriserait l'autodétermination des personnes, qu'elles soient accompagnantes ou accompagnées. Et
globalement, toutes ces questions, on n'a pas encore vraiment de réponse, même si on a des pistes de réflexion. J'ai essayé de vous faire part de quelques-unes d'entre elles aujourd'hui. C'est difficile en une demi-heure, parce que j'aimerais bien laisser un peu de temps après pour les échanges. C'est toujours... Qu'entend-on par hybridation des deux secteurs? J'ai vu passer le message très rapidement, c'est bien ça, la question? Par hybridation des deux secteurs, on veut dire, Oui. on veut dire que de les faire en fait travailler ensemble, puisqu'on a des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de handicap vieillissante, donc qui vont passer en fait qui sont à la fois à la base dans le champ des politiques publiques spécifiques liées au handicap, et qui vont d'un coup, notamment lors du passage à la retraite, passer dans le champ du vieillissement, et qu'en fait il y a un manque de fluidité, de fluidification dans les parcours, qui va donner lieu à des ruptures de parcours, et comme je le disais un petit peu plus tôt, à parfois une grande détresse psychologique pour les personnes qui en fait sont coupées de leur lieu de vie, de leur sociabilité. Et en fait, quand on parle d'hybridation des deux secteurs, on dit en fait concrètement de créer une nouvelle catégorie de l'action publique qui prend réellement en compte la coordination entre le grand âge et le handicap. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à peu près à la question. Oui, mais en fait, c'est trop tôt pour les discours, parce que ce point-là me faisait vraiment réagir pour les échanges. D'accord, et ben, on va pouvoir échanger dans quelques minutes. De toute façon, j'allais conclure. Voilà, merci. Donc, comme je disais, toutes ces questions, pour l'instant, c'est des ouvertures. L'idée, c'est d'aller les investiguer directement sur le terrain avec les personnes concernées. Évidemment, en fait, la littérature scientifique qu'on a pu consulter a fait émerger des questionnements. Il n'y a pas de réponse prédéfinie, et on est aussi très friand d'avoir des échanges avec vous toutes et tous, et d'aller investiguer ça directement sur le terrain pour finalement répondre à notre question de recherche principale, et favoriser des parcours innovants, durablement accompagnés, librement choisis des personnes en situation de handicap vieillissant. Voilà. Donc, on a 2 terrains de recherche, on l'a rapidement évoqué la semaine dernière, qui sont la Mutualité française comtoise et la Mutualité française Saône-et-Loire, qui sont probablement présents avec nous aujourd'hui. Peut-être pas Jean-Charles Rizone, c'est pour ça que je vais présenter tout à l'heure le projet. Donc, 2 unions territoriales mutualistes qui portent des projets et qui ont des expertises complémentaires dans les domaines du handicap et du grand âge. Et c'est ce qui va nous permettre de tester justement un peu cette hybridation dont on parlait, de le rendre un petit peu plus concret, si on a la possibilité d'aller sur les terrains pour concrètement faire de la recherche participative. Donc, c'est 2 projets qui sont engagés dès 2025 et qui vont intervenir comme support pour cette première recherche-action sur nos 2 thématiques. Juliette, tu peux bien la slide suivante, s'il te plaît. Oui, du coup, pardon, avant de passer à la slide suivante, je te complète, Elsa, pour juste préciser que on n'a pas choisi Elsa et moi et au PGI par hasard ces terrains-là, hein. C'est que c'est vraiment issu de discussions avec le comité des partenaires, parce qu'en 2023, on s'est penché là-dessus. Il nous fallait un ou des projets qui soient donc sur ces 2 thématiques, comme le disait Elsa, à la fois le vieillissement des personnes en situation de handicap et la partie attractivité des métiers. Et il fallait des projets qui puissent démarrer en même temps, voilà, que la recherche-action, qui soient prêts à être déployés. Donc, on a interrogé tous les partenaires. Il y a les PEP, le CREAI, l'APF, les PNAC qui sont là aujourd'hui pour la plupart. Voilà, on a fait consensus sur, voilà, c'était ces 2 projets de ces 2 unions mutualistes qui étaient les plus avancés et prêts à être déployés. Voilà, juste pour vous expliquer comment ça s'est passé. Merci Juliette d'avoir complété. Et oui, Jean-Charles n'est pas là, donc je ne sais pas. Soit Elsa, tu peux présenter à sa place, soit il y a Patrick, si tu préfères Oui, le faire. oui, Peu c'est vrai que j'ai importe. vu qu'il y avait Patrick qui Ouais, veut présenter. tu nous dis, Patrick, si tu préfères. Non, écoute, moi, je te laisse présenter parce que j'ai pas tous les éléments là en fait avec moi, Pas de donc souci. Voilà, donc Jean-Charles Rizone de la Mutualité Comtoise qui s'excuse. Donc voilà, Elsa, je te laisse présenter pour lui. Ok, après,
tout est écrit sur la slide, hein, on ne va pas rentrer dans le détail du projet parce qu'on en parlerait forcément un peu moins bien que Jean-Charles. Mais donc, c'est la construction d'une plateforme de service à Saint-Vit qui inclut à la fois un EHPAD, mais aussi une résidence autonomie avec 10 places PHV. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous d'aller investiguer sur ce terrain-là. Donc, c'est un projet qui comporte plusieurs briques d'accompagnement qui n'existaient pas et qui vont désormais être sur le site de Saint-Vit. Donc, il y aura de l'hébergement temporaire, une unité protégée, un PASA, un accueil de jour et donc une résidence autonomie de 40 places, donc avec ces 10 places qui sont réservées PHV, dans une approche inclusive. Et ce n'est pas dans une unité dédiée, comme ça peut être le cas en EHPAD, où on va avoir les personnes en situation de handicap vieillissante qui sont un petit peu recluses. L'idée, c'est que ça soit vraiment une approche inclusive où tout le monde vit ensemble dans cette résidence autonomie. Il y aura aussi un tiers-lieu qui sera ouvert sur le quartier et des modalités d'EHPAD hors les murs pour apporter des services gérontaux aux habitants aux alentours. Donc, c'est également un projet qui comporte un fort enjeu de formation des professionnels. C'est aussi pour ça que ça s'articule très, très bien avec nos deux thématiques et avec notre question de recherche. Donc, les professionnels qui vont travailler au sein de la résidence autonomie avec les publics, avec les personnes concernées, personnes en situation de handicap vieillissante. Et donc, ça sera travaillé, bien sûr, en lien avec notre recherche-action à l'ouverture. L'innovation, elle est aussi au centre du projet, qu'elle soit numérique, technologique ou managériale. Donc ça, c'est encore une fois des dimensions qui nous intéressent beaucoup dans le cadre de la recherche-action parce que c'est des choses qui sont ressorties de nos lectures et de nos échanges avec les partenaires en région, notamment avec la région plutôt. Voilà. Juliette, si tu veux ajouter quelque chose, peut-être, je te laisse compléter. Faut dire Saint-Vit. Attention, Elsa, du coup. J'ai dit Saint-Vit. Ah, j'ai pas entendu le J'ai T. dit Saint-Vit. C'est pas grave. Non, bah, c'est tout bon. Je sais pas si, Patrick, toi, tu veux compléter, puisque tu représentes Elavi, donc, qui est l'union, on va dire, des différentes unions mutualistes. Mais sinon, je pense qu'on a dit on a dit le plus gros. Si vous avez des questions déjà sur ce projet-là, avant qu'on passe au second, n'hésitez pas, on peut Non, non, s'interrompre. c'est parfaitement en fait synthétisé. C'est juste effectivement l'implication du groupe Elavi dans ce projet-là. Rappeler en fait peut-être juste de rappeler le groupe Elavi, c'est 4 unions territoriales en fin de compte qui sont regroupées autour d'enjeux et je dirais en fait dans nos enjeux en fait on a au cœur de nos actions l'accompagnement du vieillissement et donc ça semblait naturel. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Effectivement, d'avoir, de participer, je dirais, à ce type de projet proche du PGI avec 2 unions territoriales qui sont engagées. Effectivement, la Comtoise et puis la mutualité française Saône-et-Loire. Donc, voilà. Donc, nous, on est très, très heureux, en tous les cas, de participer à ce projet-là à travers, en fait, nos deux unions territoriales et nos 2 représentants. Donc, j'ai vu qu'il y avait Sophie aussi, Danière, qui était présente à travers Sophie Danière et ses services, et puis Jean-Charles Rizon et les beaux projets qui sont effectivement en construction aujourd'hui sur la Comtoise, quoi. Ok. Oui, bah, Sophie prendra la parole, je crois, juste après. Alors, avant de donner la parole, j'ai vu, oui, Madame Salvio, le calendrier de ce projet. Alors, il me semble que l'EHPAD, en tout cas, est censé ouvrir en 2026. Patrick, peut-être tu me Ouais, c'est corriges. ça. C'est C'est ça? ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, ça correspondait bien, en fait, au calendrier de la recherche-action autonomose, puisque comme ça, on peut travailler vraiment en avance de phase, en amont. La résidence autonomie, je crois que c'est peut-être un petit peu plus tard, c'est peut-être un peu plus tardif que 2026, mais voilà, en tout cas, là, c'est en cours de construction. C'est vraiment une rénovation, une construction. L'EHPAD de Saint-Vit, c'était un petit EHPAD de 24 places, donc là, il se reconstruit après du collège, je crois, si je dis pas de bêtises, celles et ceux qui connaissent. Ouais, c'est vraiment pour offrir davantage de services à la commune. Madame Chagrin, puis après Madame Dormeyer. Oui, moi j'avais une question pour les personnes avec des polyhandicaps. Par exemple, je pense à quelqu'un aveugle, sourde et muette, Mm. une personne.
Est-ce que la résidence autonomie, avec les 10 places qui sont à Saint-Vith, lui serait accessible? Parce qu'il existe des foyers de vie dans d'autres régions, mais rien dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc c'est un gros problème pour quelqu'un qui va arriver à la retraite, qui travaille en ESAT, donc il y a une vie sociale. Et la famille, les frères et sœurs sont vieillissants aussi. Donc voilà, donc la question c'est les 7 heures de travail par jour ou 6 heures de travail par jour, ça va être 6 heures d'isolement Mm. quand on arrive à la Mhm. retraite. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est des problématiques Ouais. bien réelles, bien concrètes. Et merci d'ailleurs, Madame Chagrin, d'apporter un cas concret qui permet vraiment de resituer un peu les discours qu'on a. Je sais pas si, enfin, peut-être que Juliette ou Patrick, vous pouvez répondre. Moi, je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais par contre, on peut transmettre. Ouais, moi, ce que je sais de sûr, comme c'est une résidence autonomie, il y a des critères de GIR, de niveau d'autonomie, puisque les résidences autonomie, c'est donc voilà pour des personnes GIR 5-6 ou inférieures, il y a un certain nombre de pourcentages de personnes en GIR inférieur. Après, comme c'est sur cette unité PHV, effectivement, j'ai pas forcément les réponses. On pourra transmettre à Jean-Charles, à part si certaines personnes ont plus d'infos sur ce projet. Sinon, on lui Parce posera que la question. si je peux ajouter, c'est une personne qui bouge, qui est capable de se déplacer, qui peut même faire des marches, enfin bon, accompagner, donc qui n'est pas paralysé, qui n'a pas d'empêchement physique. Ok, oui, a priori, je pense pas qu'il y ait de limite. Du coup, on lui posera on pourra poser la question à Jean-Charles, pas de souci. Je crois que c'était Madame Dormeyer qui avait levé la main. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous, merci pour la présentation de ce projet. Vraiment, donc vous parlez d'hybridation, on est bien d'accord que c'est comme le décloisonnement. Oui, Ouais. oui, Non, oui. mais parce que parfois, d'un terme technique à l'autre, il y a des subtilités. C'est vrai que nous, on parle plus de décloisonnement, mais donc d'hybridation qui paraît évidemment très, très nécessaire. J'avais quand même une question pour être sûre d'avoir bien compris, c'est-à-dire donc on a pensé le parcours de la personne, on l'intègre sur le territoire. Il y a ce projet donc à Saint-Vith, donc qui est part de la résidence autonomie, donc qui permet l'accueil de la personne handicapée vieillissante dans un environnement adapté de service. Et il va y avoir la création d'un EHPAD pour, on va dire, après la perte d'autonomie, et donc intégrer le PA et le PH. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la construction d'un EHPAD, ou est-ce que c'est la résidence autonomie? Enfin, je crois que il y a quelque chose que j'ai pas compris. Du coup, pour le parcours global de la personne, elle est handicapée vieillissante, encore avec une certaine degré d'autonomie, donc elle est en résidence autonomie avec le projet d'hybridation. Mais au moment où la perte d'autonomie arrive, on rentre encore aujourd'hui, hybridation ou pas, dans un autre service. Donc c'est intégré au De la projet. même Ou j'ai pas manière, en compris. tout cas, l'idée, c'est que ça soit, enfin, Juliette, tu me complètes, mais l'idée, c'est que ça soit, en tout cas, le même type de parcours que pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, le même niveau d'inclusivité. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas se retrouver avec des personnes en situation de handicap qui vont arriver à l'EHPAD alors qu'elles ont 55 ans ou 60 ans. Parce que là, on a un problème quand il y a des personnes aussi jeunes qui arrivent en EHPAD à cet âge-là. Là, l'idée, c'est que les personnes puissent rentrer en EHPAD si elles n'ont pas d'autres possibilités à l'âge habituel où les personnes rentrent en EHPAD et pas 10 ou 20 ans avant parce qu'elles ont un type de handicap et qu'il y a un trou dans la raquette pour leur permettre d'avoir un parcours adapté. Donc Oui, c'est l'idée, ça. c'est plutôt ça avec la résidence autonomie et l'EHPAD qui reste un EHPAD assez classique où on peut avoir différents types de personnes vieillissantes, qu'elles soient en situation de handicap ou non. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir une approche inclusive à la fois dans la résidence autonomie, à la fois dans l'EHPAD. Juliette, si tu veux me compléter Oui, aussi. Ouais, ok, Ouais. ok, Ouais. je Oui, comprends mieux. juste, c'est tout à fait ça en fait, l'idée effectivement de cette construction de plateforme de service à Saint-Vith, c'est bien un EHPAD qui reste un EHPAD et une résidence autonomie qui inclut effectivement 10 places de PHV. L'idée étant effectivement pour ces personnes au PHV,
fait, de pouvoir s'insérer, je dirais, dans un programme global avec une continuité de parcours, en fait, résidentielle, quoi, quelque part, et d'inclusion. Ok. Oui, merci beaucoup. J'avais du coup mal compris l'articulation et la création du premier et du second. Merci beaucoup. Pas de souci. J'ai une dernière question. Peut-être après, juste, on donne la parole à Sophie pour le projet de la mutualité Saône-et-Loire, où il y a 2 questions. On prend les 2 dernières questions, puis après, comme ça, on laisse le temps pour le deuxième projet, si ça vous va. Madame Dartois. Oui, bonjour. Je suis Madame Dartois de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je voulais juste, alors je trouve donc votre projet plutôt intéressant, qui pourra peut-être être coordonné avec un financement qu'on va mettre en place sur les années à venir et qui sera notamment porté par MSA Service, parce qu'on va déployer des ateliers à destination des personnes, des salariés des ESAT, pour justement cette préparation à la retraite. Donc pour essayer de limiter un petit peu de limiter ce côté anxiogène notamment, les rassurer un petit peu et puis qu'ils aient un peu une visibilité aussi de ce qui va se passer au moment de leur départ en retraite et notamment sur un plan que ce soit financier mais aussi sur d'autres plans. Voilà, donc je voulais vous mettre à connaissance et je me dis que si jamais vous avez besoin de ne pas hésiter à revenir vers moi, hein, si jamais il y a des articulations qui peuvent être intéressantes à faire avec d'autres questions, d'autres informations qu'on pourrait être susceptibles et qui pourraient être importantes de passer aux personnes. Voilà. Donc, c'était juste pour une information et moins une question. Super, je connaissais pas, donc merci beaucoup, c'est super. Donc c'est bientôt mis en place, ça n'existe pas encore, ça va être mis en place. Alors, c'est ça on en a déjà mis en place D'accord. 2 qui étaient plus à titre expérimental. Et donc là, on va augmenter un petit peu sur les 2-3 prochaines années les objectifs. Donc, on en a une dizaine à peu près par an. Donc, voilà. Donc, ça sera déjà un petit peu plus important. Mais après, sur les messages à transmettre, ça peut peut-être être intéressant. Alors, sachant que nous, on se base un petit peu sur un référentiel qu'on adapte un petit peu au regard du public, hein, sur tout ce qu'on appelle les ateliers bienvenue à la retraite. Et donc là, on l'adapte un petit peu au public de personnes handicapées vieillissantes, enfin, culture en tout cas. Et du coup, voilà, voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais il y a besoin. Ok, merci. Écoutez, Merci Madame beaucoup. Dartois, moi je l'ai entendu en fait pour la mutualité française, hein, mais peut-être que Sophie elle reprendra ces éléments-là, c'est intéressant. C'est qu'effectivement nous on est gestionnaire aussi des AT, de A, etc. Donc on accompagne beaucoup de personnes en situation de handicap et pas que vieillissantes. Et nous avons des personnes en fait en situation vieillissante au sein des ESAT. Et il y a effectivement déjà aussi du travail qui est réalisé par les équipes hein, sur ce passage en fait, hein, sur ce passage, je dirais, de l'âge actif, je dirais, à la vieillesse au fond et euh, avec tout ce que ça peut concerner. Donc, Madame Dartois, ce serait effectivement très intéressant qu'on puisse collaborer en fait ou travailler ensemble sur cette approche-là parce elle est essentielle, je dirais, en tous les cas pour les professionnels qui accompagnent au sein de nos ESAT de la mutualité française. Avec plaisir. Merci pour l'info. Oui, Madame Pierre, on vous laisse la parole et puis après on termine la présentation comme ça. Allez-y. Oui, bonjour à tous. J'avais une question par rapport au projet, puisqu'on est sur plutôt une unité sur des résidences autonomie. Est-ce que vous êtes questionné par rapport à le après pour ces personnes qui sont dans cette unité, quand l'état de santé se dégrade, que l'autonomie se dégrade, pour envisager un autre parcours de vie pour ces personnes et éventuellement un accueil sur les places d'EHPAD plus classiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez questionné? Il me semble, oui, enfin, c'est un petit peu ce qu'on a répondu à la question précédente. Je sais plus qui, c'était Madame de la FHF qui posait la question tout à l'heure. Oui, l'idée, c'est un petit peu ça, hein, c'est de permettre aux personnes de pouvoir après bénéficier de places en EHPAD lorsque leur âge sera plus en corrélation avec l'âge auquel on rentre habituellement en EHPAD, qu'on soit en situation de handicap ou non. Voilà.
Merci. De rien. Merci pour les premières réactions sur le projet de la Mutualité française Saône-et-Loire. Du coup, est-ce que Sophie, on te laisse la parole, peut-être? Et je vois que tu as mis dans la conversation que vous travaillez déjà avec la CARSAT aussi. Super. Alors, est-ce que tu Bonjour nous à entends? tous. Ah, Est-ce que vous m'entendez? oui. Oui, très bien. Bonjour. Effectivement, hein, je reprends sur la communication qui a été faite par la CARSAT au sein des EHPAD. Il est bien évidemment au sein des ESAT, il est bien évidemment question d'accompagner les personnes en situation de handicap qui arrivent en fin de carrière sur tout ce qui est l'après. Et ça fait partie en fait de l'une des fiches d'action dans le cadre de notre CEPOM de la Mutualité française Saône-et-Loire. Et sur les AT, il est organisé tous les ans en fait 1 à 2 temps de réunion pour les personnes ou qui vont être en réduction de temps de travail du fait de la fatigabilité et puis de l'arrivée progressive en fin d'activité en fait sur voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'issue du travail et puis leur permettre aussi commencer à nouer des ponts avec d'autres structures pour qu'ils puissent voir concrètement. Ça emmène par exemple à une convention entre la partie hébergement et accompagnement sur la réduction du temps de travail, la complétude des dossiers pour avoir accès à l'ensemble de ces droits et aussi tout ce qui est prévention autour du vieillissement. Donc, il y a des choses qui sont organisées annuellement sur ces thématiques via les actes, pour ce qui est du point qui a été présenté tout à l'heure. Donc, le projet aujourd'hui qu'on a positionné et sur lequel on va travailler avec le PGI, c'est le projet autour de la petite unité de vie pour personnes en situation de handicap vieillissante. Le vieillissement aujourd'hui sur les personnes que nous avons, il débute à peu près dans les 40-45 ans jusqu'à la sortie et l'arrivée en fin d'activité. On constate aujourd'hui qu'à partir de 40-45 ans, on a beaucoup de personnes adultes qui, du fait de la fatigabilité, du handicap, vont avoir une réduction de temps de travail au niveau de l'ESAT et un maintien du coup sur le foyer d'hébergement traditionnel, alors même que le foyer en fait est un lieu de vie pour les personnes travailleurs des actes. Donc quand on arrive à ne plus travailler, quid de l'après quoi? Est-ce que on va directement, on s'oriente par défaut vers un foyer de vie? Non, c'est pas le besoin. Est-ce qu'on rentre au domicile des parents qui eux-mêmes sont vieillissants? Non, c'est pas leur envie. Leur souhait, c'est véritablement d'être maintenus dans leur lieu de vie, mais avec un rythme différencié que les personnes qui se lèvent à 6 heures du matin ou à 7 heures pour aller travailler. Donc voilà, la réalité, c'était celle-là. On la rencontre dans beaucoup de foyers aujourd'hui et des personnes où voilà, les parents sont encore là, mais vieillissants, mais n'ont peut-être pas envie de récupérer leur fils adulte ou les enfants aussi qui n'ont pas envie de vivre avec les parents. Ils veulent bien y aller un week-end, mais ils veulent pas y passer la suite de leur parcours de vie avec eux. Donc, et aussi, on travaille en lien avec les EHPAD où on va leur faire des temps d'immersion, des temps de stage, des temps de répit parfois, mais ô combien de fois on les a emmenés pour les jeunes. Ils sont jeunes hein, pour moi, 45, 50 ans, ils sont encore très jeunes. Ils reviennent en lui disant, ah ben je vais surtout pas y aller, quoi. Ils sont tous vieux, ils sont tous malades, je suis pas malade, moi je vais très bien, je veux pouvoir continuer à faire des activités. Puis quelques-uns qu'on a emmenés de façon exceptionnelle à 55 ans et 60 ans, qui sont parfois revenus en nous disant, en fait ils sont tous vieux, ils ont des problèmes et j'ai pas suffisamment d'activités là-bas. Je peux plus aller au tennis, je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela, parce qu'effectivement aujourd'hui dans les EHPAD, les moyens ne permettent pas que l'accompagnement très individualisé, l'inclusion
étudiants qui est la leur aujourd'hui puissent se poursuivre quand ils arrivent en EHPAD, parce que simplement les EHPAD, c'est pas qu'ils veulent pas faire, c'est qu'ils n'ont pas de moyens suffisants pour pouvoir avoir des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des APA qui vont animer des temps en extérieur pour que les personnes qui ont toujours vécu dans des foyers puissent continuer à avoir des activités dans l'inclusion totale. Donc voilà, suite à ce constat-là et au retour aussi des familles et des personnes concernées, réflexion nous est venue de nous dire, c'est pas leur envie première, ils vont bien, ils sont peut-être un peu plus fatigués pour rester toute une journée au travail, ou voilà, mais leur souhait, c'est, ils ont toujours vécu, quand on a passé 30 ans dans un foyer, c'est pas leur choix en fait. Et à partir de leur choix, euh, qu'est-ce que nous, Mutualité française, nous pouvons proposer? Donc, il y a eu un questionnaire, en fait, sur ce qui est possible de proposer. Il y a eu des groupes de travail en lien avec des familles et les personnes concernées en est venu. Mais pourquoi on n'a pas une maison à côté il parlait de maison à ce moment-là, à côté du foyer, où on peut continuer à voir nos collègues, nos anciens amis, nos amis, parce que ce ne sont pas leurs anciens amis, ce sont leurs amis, leurs copains qui travaillent eux toujours, et qu'on puisse continuer à avoir des activités avec les éducateurs. Donc, de là est né ce projet que nous avons coélaboré avec eux. Voilà, la posture qu'on a sur le pôle, c'est toujours, moi, je ne vis pas avec eux au quotidien. Je viens le matin, je travaille, je ferme mon bureau, après je rentre. Donc, qui est le plus à même d'écrire ce dont il a besoin que les personnes concernées? Donc, on a travaillé ce projet-là qu'on a déposé dans la fenêtre des 50 000 solutions qui avait été ouvert il y a quelques mois en arrière, en disant, voilà, on souhaite véritablement, avec les personnes concernées, pouvoir les maintenir au travers d'une structure différenciée qu'un foyer d'hébergement, pour leur permettre de poursuivre leur vie comme ils le souhaitent, avec des rythmes qui sont spécifiques à eux. Donc, on a eu l'aval, en fait, de l'ARS sur ce projet. Donc, c'est un projet qui serait adossé au foyer d'hébergement, avec aujourd'hui 5 places pour les personnes, avec une équipe dédiée pour leur permettre d'être maintenus dans un lieu de vie pas loin de leurs habitudes d'aujourd'hui. Il nous a semblé aussi nécessaire de pouvoir travailler au-delà simplement de la mise en place, de construire avec des experts, des chercheurs. Là, par exemple, on travaille énormément. Dans ce lieu-là, en fait, on le pense évolutif, tenant compte en fait de rythme de vie des personnes, de l'évolution du vieillissement, peut-être aussi de l'évolution des pathologies, d'où le fait d'intégrer en fait la dynamique de réflexion pour qu'on puisse venir nous aider à penser au-delà on a déjà écrit le projet, mais c'est le penser dans son déploiement, dans la réponse véritable, pour qu'il soit calé au plus juste de la réalité des personnes qui vont intégrer, et que ce ne soit pas que Sophie Danière, l'architecte, les équipes éducatives qui pensent les espaces, qui pensent en fait le mobilier, qui pensent tout en fait. C'est comment, avec des personnes qui parfois ne sont pas des architectes, les personnes concernées ne sont pas des architectes, ne sont pas des ergothérapeutes, ne sont pas des chercheurs, ne sont pas des équipes éducatives. Comment on arrive à recueillir leur souhait de l'habitat le plus juste, qui va permettre aussi de venir les questionner sur l'évolution dans 5 ans. Aujourd'hui, vous entrez dans cette petite unité. Qu'en sera-t-il dans 5 ans? Qu'en sera-t-il à 70 ans? Qu'en sera-t-il à 80? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous pensez? Voilà, c'est ça l'objectif, qu'on construise ce bâti évolutif
à partir de. Je ne sais pas si j'ai suffisamment expliqué. Là, je parle avec les tripes, hein, mais voilà. C'était très clair, hein. Merci beaucoup, Sophie. Et je pense que, enfin, du coup, cette intervention nous permet aussi de bien clôturer parce qu'on voit vraiment que ça se répond, en fait, avec tout ce que nous, on a vu à la fois dans la littérature et tout ce qu'on essaye de faire au PGI et justement, cette dynamique de co-construire avec les personnes concernées. Là, on voit que c'est pas seulement des discours et qu'on va pouvoir le faire concrètement. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je souhaite rebondir et compléter le propos de Madame Danière, qui était effectivement très juste. À l'EPNAC, on avait, il y a quelque temps, fait un questionnaire pour essayer de savoir quel était l'habitat idéal, qu'est-ce que les personnes en situation de handicap attendaient, espéraient, et qu'est-ce qu'elles craignaient. Et une des choses qui était ressortie le plus, c'est effectivement la peur de l'isolement, la peur de perdre le lien social, la peur de rester chez soi tout seul. Donc, ce que vous prenez en compte là, c'est à la fois une évolution qui va permettre de suivre la personne dans son parcours, mais de la conserver dans son environnement connu, proche et amical. Et c'est quelque chose qui est vital pour eux, parce que les personnes handicapées ne sont pas des plantes qu'on dépote et qu'on rempote. Ce sont des gens qui ont des racines. Ces racines, elles les ont construites pendant toute une période de leur vie. Et il y a une forme d'angoisse de perdre ses racines, de perdre ce terreau fertile, et puis de perdre tous ses amis, tous ses repères. Donc ce que vous êtes en train de créer là, c'est tout à fait dans le sens de ce que nous constatons nous aussi sur notre champ d'activité. Donc je ne peux dire que bravo, vous l'aviez particulièrement bien exprimé, et je vous souhaite plein de courage, et n'hésitons pas à partager nos expériences par la suite. Je vous remercie. Merci. Merci Elvez, c'était l'analogie végétale était très, très appropriée. Madame Chagrin, oui, c'est des projets limités en nombre de places. Peut-on espérer d'autres projets dans la même démarche? On espère. Il y en a d'autres, hein, comme là, c'est ce qu'on vous disait, on a pris ces deux projets-là. Je pense qu'il y en a bien d'autres parmi les partenaires aussi qui sont là autour de l'écran, hein, mais l'idée, oui, c'est que ça permet d'autres projets, Comme ce ouais. qu'on disait, hein, l'idée aussi, c'est à la fois, je pense, avec la démarche Living Lab, donc c'est bien d'aller sur le terrain pour pouvoir aussi voir si ce qui fonctionne peut être répliqué. Et en fait, le but, c'est de vraiment produire des nouvelles dynamiques sociales et de produire du changement concret, hein. C'est de la recherche-action qui veut avoir un impact concret sur la réalité tangible des personnes et pas seulement sur les discours et sur les papiers scientifiques, quoi. Donc, oui, bien sûr, on peut espérer d'autres projets dans la même démarche. Ce que je tiens à souligner, c'est aussi au-delà des lois, au-delà, voilà, c'est de dire aujourd'hui qu'on a l'ARS, le département, qui, malgré le fait qu'il y ait une loi qui dise que les petites unités pour personnes vieillissantes en situation de handicap doivent être attachées à des ESAT, à des EHPAD, c'est aussi au travers de ce projet, entendre ça vraiment, on a été vraiment très heureux de savoir que l'ARS et le département ont compris le projet dans sa conception, dans l'idée en fait qu'on a pu présenter et qu'il est passé en fait. Et ça vraiment, c'est de se dire, il y a des lois, mais il y a aussi aujourd'hui, au-delà des lois, au-delà voilà, nos ARS, nos départements comprennent en fait la nécessité des projets de ce genre-là et permettent en fait qu'on puisse les mettre en œuvre aujourd'hui pour garantir au-delà de la loi vraiment la réponse véritable aux besoins des personnes concernées. Et ça vraiment, c'est vraiment important de le souligner au niveau de notre territoire et de nos ARS aujourd'hui. Merci pour les témoignages sur le département. Ok. Madame Chagrin, vous vouliez intervenir à nouveau? Oui, juste pour rebondir sur les racines, je pense que effectivement c'est important les racines, mais il est aussi important dans certains cas quand on est obligé de changer, d'être capable de se rempoter, comme on dit,
C'est-à-dire que replanter les racines dans un nouveau lieu, mais pour ça, il faut être aidé et puis il faut avoir un lien social fort. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup.